Bonjour, 9 mars 2018, une vidéo sur les leçons que nous pouvons tirer des élections italiennes, toujours à ma façon. Je ne vais pas dire ce que les autres disent, je vais vous parler de choses dont personne ne va parler certainement, ce qui signifie que je peux me tromper sur des détails, sur des analyses, sur des hypothèses, mais l'essentiel me paraît juste. 3 parties dans la vidéo. La première partie extraordinairement courte, une sorte de conclusion, de leçon assez classique de l'élection italienne. La seconde partie, c'est les fondamentaux idéologiques de mentalité italienne, ce que nous avons en France, ce dont je vous parle toujours avec ma carte. Avec cette carte-là, les mentalités profondes en France et les conséquences électorales, les conséquences de mentalité. Je vais vous faire la même chose pour l'Italie en vous montrant à quel point c'est rigoureux, à quel point c'est ça l'essentiel finalement du moteur du vote, pour, en troisième partie, vous en déduire plusieurs leçons pour la France et aller plus loin encore dans mes analyses. Donc je vais en gros aller plus loin, systématiser certaines choses et ajouter quelques petites choses pour ma vision de la France, ma vision du fonctionnement politique français. En première partie, donc, je pense que la grande leçon, c'est que les gens sont passifs, mais pas soumis. Je n'ai pas fini. Ils sont passifs, c'est-à-dire que tant que ça va bien pour eux, ou à peu près bien pour eux, ils dorment. Une fois que ça va mal, ils votent pour que ça change. C'est quand ça va mal que les gens votent pour que ça change. Mais, il y a un mais. En Italie, vous avez une région de soumission, dont je vous parle tout à l'heure, et c'est celle-là qui a le moins voté pour que ça change. Et nous avons, nous en France, une bonne partie des régions, en métropole, une bonne partie des régions qui sont des régions de soumission. Donc c'est un peu inquiétant pour nous, pour l'avenir, il faudra en tenir compte. Aussi la deuxième partie, donc les fondamentaux. Les fondamentaux du vote, c'est un vote, je vous ai toujours dit, c'est un vote de territoire, de mentalité profonde. Vous avez des mentalités profondes par pays, donc pour la France, mentalité en blanc par exemple, mentalité massif central, le nord-ouest du massif central, et vous avez toutes les chances que le vote ne soit pas le même. L'Italie vient de nous en faire une formidable démonstration. Le vote italien de 2018 donc correspond à 80-90% aux mentalités profondes, que je vais vous montrer maintenant. Donc, c'est le dernier livre d'Emmanuel Todd, Où en sommes-nous? Ça a dû paraître en 2017. Donc, voici une carte des mentalités profondes en Europe, selon Emmanuel Todd. Et donc, je vous demande de regarder l'Italie. L'Italie est divisée en 3 mentalités. Le sud, incluant la Sicile, on pourrait dire le centre, donc de Rome jusqu'à Bologne, un peu jusqu'à Bologne, et l'extrême nord italien. Donc ça, c'est une carte des mentalités qui n'est absolument pas liée aux élections italiennes. Et ces élections-ci ont à peu près, enfin quasiment si vous voulez, reflété cette carte. C'est-à-dire que le mouvement 5 étoiles a fait de très bons scores dans le sud de l'Italie en bleu et en Sardaigne. La Ligue, la droite italienne, a fait de très bons scores dans l'extrême nord de l'Italie et est descendue jusque Rome, c'est-à-dire a fait d'assez bons scores dans la zone en rouge. La zone en rouge, c'était la zone qui avait beaucoup voté Renzi, donc qui avait gouverné l'Italie depuis 2014. Et cette zone en rouge a encore pas mal, mais pas beaucoup, pas mal voté Renzi. Donc vous avez une cohérence absolue, parfaite, ou quasi parfaite, des mentalités profondes avec les résultats électoraux. Le mouvement 5 étoiles fait ses très bons scores dans le sud de l'Italie, en Sicile et en Sardaigne. C'est absolument hallucinant. La Ligue fait ses très bons scores dans l'extrême nord et fait d'assez bons scores dans la zone en rouge. Et il y a une exception pour l'extrême nord. Une partie de l'extrême nord au niveau du Tyrol, près de l'Autriche, a voté beaucoup pour Renzi, mais c'est pour des raisons historiques.
Donc c'est une zone qui a été annexée à l'Autriche, c'est une zone peuplée d'Allemands, je crois, on peut dire ça comme ça, ou de gens qui parlent allemand, qui a été annexée par l'Autriche, et donc ils ne votent pas comme tout le monde. Voilà, donc les mentalités fondamentales ont fait l'élection. Vous avez le centre qui a pas mal voté pour la Ligue, mais le centre vient de gouverner et vient d'échouer. Donc c'est absolument hallucinant. Mais c'est c'est un fonctionnement historique. Il n'y a pas de hasard. Donc ça, ce sont des mentalités fondamentales qui peuvent exister depuis 200 à 1000 ans. Ça correspond aux mentalités profondes qui ont émergé. Et ces mentalités profondes ont été créées par les systèmes familiaux. Si le premier des fils a tout l'héritage, ou si l'héritage est partagé de façon égale, ça vous donne des mentalités totalement différentes, des mentalités inégalitaires ou des mentalités égalitaires, par exemple. Si les enfants quittent la maison familiale à l'âge du mariage, ça vous donne une mentalité libérale. S'ils restent vivre chez le père, ou si le fils qui hérite de tout reste vivre chez le père en étant soumis au père, ça vous donnera une mentalité autoritaire, et assez souvent un fort parti communiste, un fort mouvement fasciste, ou le nazisme. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, je vous montre maintenant des arguments, des faits historiques. Zut. Donc le mouvement fasciste en Italie, fort dans la zone en noir, en 1922. Donc ça, c'est la zone qui a voté Renzi en 2013. Ça s'explique parfaitement. Donc le nord-est italien qui vote fasciste, ou qui a beaucoup de militants fascistes, s'explique par une mentalité autoritaire. C'est une mentalité allemande là-bas. Et ça c'est le Tyrol, ou l'ex-Tyrol autrichien, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc là, ça s'explique aussi. Et en 2013, ils ont beaucoup voté Renzi. Donc en 2013, vous aviez un petit peu un fort vote Renzi dans les deux zones en noir de l'Ouest. Donc voilà, la zone fasciste et la zone qui a voté Renzi, c'est à peu près la même chose. Donc ça vous montre bien qu'il n'y a aucun lien entre le fascisme et le vote actuel. Ils peuvent très bien être racistes, rejeter les Noirs et les Maghrébins ou les musulmans, mais ça n'a rien à voir avec le fascisme parce que ça ne vient pas. Les vainqueurs ne sont pas issus des mêmes régions. Les vainqueurs, donc, c'est la moitié sud et c'est l'extrême nord. Donc là, je viens de perdre la page. Zut. Je l'avais préparé, mais j'ai perdu le signet. Donc ici, en 1972, vous regardez en noir, c'est le Parti communiste. C'est là où le Parti communiste était fort, et vous remarquez que c'était assez proche. C'est quasiment la même zone que la zone du fascisme. Et c'est la même zone qui a voté beaucoup Renzi en 2013. Et c'est encore la même zone qui a pas mal voté Renzi en 2018. Vous voyez, le fascisme et le communisme, c'était les mêmes forces dans les mêmes régions, parce que la mentalité était la même. À gauche, chez les ouvriers et les employés, ça donnait le Parti communiste, l'égalité et l'autorité. Et à droite, ça a donné le fascisme, l'autorité avec moins d'égalité, bien sûr, mais par exemple, ils n'ont pas été antisémites. Les fascistes n'étaient pas antisémites. Donc, Renzi, quand il gagne, les fascistes, quand ils gagnent, la gauche italienne, quand elle est dominée par le Parti communiste, est en fait dominée par la région centre italienne, qui impose sa vision du monde à une certaine époque. Et ça, c'est pareil pour chacune des trois grandes régions italiennes, une certaine mentalité et être plus ou moins en forme selon l'époque. Vous avez bien sûr une des raisons de la force, c'est le niveau d'instruction. Quand le Sud ne savait pas lire et écrire, eh bien la gauche communiste, la gauche du centre italien, a dominé la gauche du sud de l'Italie. Voilà, c'est donc 1922, 1972, 2018, 2013, vous avez des fondamentaux, vous avez la même chose, et cette même chose qui est portée donc par ces mentalités profondes qui là existent depuis je sais pas, une éternité, 200 ans, 1000 ans, en tout cas en plus pour l'Italie je ne sais même pas.
Ça nous vient, alors historiquement, ça nous vient alors à la fois des systèmes familiaux, comment on partage l'héritage, est-ce qu'on est soumis aux parents ou pas, et c'est très lié aussi à la propriété. Est-ce que c'était des grands domaines qui créent des régions où les ouvriers agricoles sont très nombreux, donc qui donnent une certaine mentalité? Est-ce que ça donne de la petite propriété paysanne? Est-ce que c'était une petite propriété paysanne dans ces régions-là? À ce moment-là, donc très souvent, il reste catholique jusqu'en 1965, qui donne aussi notre mentalité. Et cette extraordinaire séparation de l'Italie quasiment selon le clivage traditionnel, historique, donc MI5, mouvement 5 étoiles dans le sud, et la Sardaigne. Donc ça, c'est la grande région d'égalité de liberté avec les ouvriers agricoles, avec les très nombreux ouvriers agricoles qui votent, cette fois-ci, de façon autonome. Elle n'est plus de gauche dominée par le Parti communiste du centre, et elle n'est plus dans la démocratie chrétienne qui, je crois, devait aussi venir du nord. Donc pour la première fois, peut-être, la région du sud a fait son choix, a pu faire son choix, et c'est peut-être normal. Leur niveau d'instruction a augmenté, et le catholicisme a dû disparaître définitivement. En 20 ans, de 1992 à 2012, cette région-là est passée de celle qui faisait le plus d'enfants en Italie à celle qui en faisait le moins. Voilà, les mentalités fondamentales sont là, et ce sont le moteur, c'est vraiment l'essentiel de l'élection. On y a certainement un parti de pauvres et un parti de moyens, un parti d'ouvriers et d'employés, un parti de, je ne sais pas, à l'époque c'était des petits indépendants, aujourd'hui ça va être des diplômés de l'enseignement supérieur et des retraités. Et l'un de ces deux partis domine dans la région, mais après vous avez donc simplement 3 grands camps en Italie normalement, et c'est l'un de ces camps ou 2 de ces camps qui vont gagner, s'il y en a 2 qui dans le cas d'une union, d'une alliance, et s'il y en a un des 2 comme en 2013, c'est Renzi tout seul, 2014 c'est Renzi tout seul qui a gouverné, enfin Renzi et son camp, donc le centre de l'Italie qui a gouverné pour donner ce désastre, mais vous voyez que Renzi a continué à faire ses moins mauvais scores dans la même région, c'est absolument hallucinant. Voilà, la vie politique, c'est maintenant, ce sont des régions, des mentalités régionales qui s'opposent les unes aux autres. En Italie, vous avez 3 grandes régions à peu près égales, donc il est normal que vous ayez 3 grandes familles politiques ou 3 grands partis dominants. Et là, ça va être intéressant de voir si la Ligue, c'est-à-dire le nord de l'Italie, est capable de s'unir au sud de l'Italie, qui n'a pas le même taux de natalité, n'a pas la même mentalité, n'est pas dans la même situation. Ça n'est pas tout à fait évident. Et donc, je voulais vous faire une remarque. Donc, la région d'égalité d'autorité, la région qui votait beaucoup pour le Parti communiste, la région qui a été beaucoup fasciste, qui a été le moteur du fascisme en Italie, a non seulement voté pour Renzi en 2013, mais c'est celle qui a le plus voté pour Renzi en 2018. Alors qu'il est évident maintenant que l'Union européenne est un désastre. Et je me demande si la mentalité de soumission, ils sont dans la soumission et l'égalité, donc je me demande si la mentalité de soumission ne fait pas que vous n'osez pas, en tendance, rejeter l'Union européenne. Et je dis ça parce que nous avons beaucoup de régions de soumission en métropole. Normalement, je vous en parle dans la 3e partie. Voilà, donc l'Italie, donc pour cette deuxième partie est à peu près terminée. L'Italie nous montre là que vous avez des fondamentaux anthropologiques, que l'élection, c'est pas des gens qui réfléchissent, qui choisissent librement leur camp, c'est vraiment, alors d'un côté les pauvres, je vais dire ça comme ça, je ne sais pas s'il faut le dire ça comme ça, d'un côté les classes populaires, et de l'autre côté les classes moyennes, chacun normalement qui fait émerger un parti. Pour les classes moyennes, elles font toujours émerger un parti, mais qui correspond simplement à la mentalité de la région. Les classes populaires semblent avoir plus de mal à faire émerger un parti politique, mais donc quand elles y arrivent, vous avez dans un premier temps une lutte entre les classes moyennes et les classes populaires dans la région. L'un des 2 camps domine, et il domine, donc il va gagner dans sa région anthropologique, et pareil pour les 2 autres régions de mentalité particulière en Italie. Et donc voilà, ça fonctionne comme ça.
Et en France, c'est pareil, mais on n'a pas tout à fait les mêmes régions, ou pas du tout le même type de région. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. J'ai toujours, dans mes vidéos, supposé que ça fonctionnait comme ça, mais là, l'exemple de l'Italie me fait parler maintenant d'une certitude raisonnable. Je vais maintenant, jusqu'à ce que la réalité me montre le contraire, considérer que c'est sûr qu'il doit y avoir un vote particulier lié à une région particulière. Mais ce vote peut changer par génération. Hein, en 1972, il votait beaucoup pour le Parti communiste. En 2018, en 2013, il vote beaucoup pour Renzi, pour le centre-gauche. Mais ça reste toujours les mêmes régions. En 1922, c'était une région qui a porté le fascisme. C'était la région principale du fascisme. Donc je fais une transition entre l'Italie et la France. Donc je commence la troisième partie. Vous voyez, donc l'Italie, c'est du bleu, du rouge, de l'orange. Toutes sont des mentalités égalitaires. Le rouge, c'est simplement de l'égalité et de l'autorité. Le bleu, c'est de l'égalité et de la liberté. Et l'orange aussi, mais avec donc du catholicisme, de la petite propriété et le fait de rester vivre de laisser ses parents rester vivre chez soi une fois que les parents sont vieillissants. Nous, vous voyez, on n'a pas les mêmes mentalités, on n'a pas les mêmes couleurs que l'Italie, on a le bleu qui est en commun quasiment, et l'orange avec la Marseille, on n'a pas les mêmes couleurs que l'Italie. Nous avons du vert allemand. Du vert allemand, on a deux couleurs indéterminées, mais ces deux couleurs-là, de l'Ouest, votent massivement pro-allemand. Vous avez l'Alsace-Lorraine. Et donc nous, on a deux grandes mentalités, qui imposent leur volonté, et notre politique à nous, c'est de s'accrocher à l'Allemagne beaucoup plus que l'Italie encore. Nous sommes assez peu compatibles avec l'Allemagne, mais quand même beaucoup plus que l'Italie. Donc, d'où cette obsession française de s'accrocher à l'Allemagne dans les régions, en gros, du Sud. Maintenant, je vous passe la carte française en grand. C'est la même carte, c'est à peu près la même carte que celle-ci, mais en plus grande. Donc celle-ci est plus récente. On a fait des avancées. Je ne les ai pas encore tout à fait comprises. Donc, maintenant, l'application des leçons venues d'Italie à la France. Alors, je vous parle d'abord des régions autoritaires, des régions de soumission, qui en Italie ont le plus voté pro-allemand, et qui donc en France pourraient bien nous donner la même chose. Donc, vous avez deux couleurs de soumission. C'est la moitié sud, littéralement toute la moitié sud de la France, en clair et en foncé, donc plus l'Alsace-Lorraine, plus le Nord-Pas-de-Calais. Ici, donc vous voyez, c'est une hachure, là c'est normalement de la liberté pure, dans l'ouest intérieur c'est la liberté pure, mais en Bretagne intérieure c'est je ne sais pas si c'est tout à fait de cette mentalité-là, parce que c'est un peu bizarre, c'est un peu particulier. En tout cas, l'Ouest vote massivement pro-allemand, donc il accentue encore la force de la soumission. Donc, toutes les régions qui ne sont pas blanches, finalement, ici en blanc, sont des mentalités de soumission. Pardon, en clair et en foncé, c'est de la soumission, qui, semble-t-il, amène à avoir beaucoup de mal à se décoller de l'Allemagne. En Italie, c'est la région qui a le plus conservé le vote pro-allemand. Donc, c'est beaucoup plus important qu'en Italie, et c'est inquiétant. Si vous voulez, il est possible que ces régions-là osent beaucoup moins sortir de l'Union européenne que la région en blanc. C'est-à-dire concrètement que le vote pro-européen risque d'être plus important dans ces régions-là de soumission que dans le bassin parisien. Le fonctionnement. Alors le fonctionnement, donc nous on n'a pas trois régions de force égale comme en Italie. On a une grande région de mentalité, le bassin parisien, un grand bassin parisien, et une autre grande région de mentalité, donc ce que j'appelle le sud girondin, Bordeaux, Toulouse, Lyon, jusqu'à la frontière espagnole, et jusqu'à probablement Aix-en-Provence. Et les autres régions vont s'allier, vont voter normalement
à peu près comme la grande région qui leur ressemble. Donc, ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Là, je confirme, la vie politique, ça ne doit probablement n'être que cela. Et dans ces deux grandes, donc ce sont ces deux grandes régions qui portent la direction de la France, avec bien sûr un parti de classe moyenne et souvent un parti de classe populaire dans les deux régions. Mais on a vu la disparition. Donc hier, vous aviez un parti de droite gaulliste et un parti communiste dans le bassin parisien. On a vu la disparition du parti communiste et il a été remplacé un moment par le Front National Philippot qui a déjà disparu. Donc pendant longtemps et pour le moment encore, en 2018, il n'y a pas de grand parti d'ouvriers et d'employés du bassin parisien. Donc c'est ce qui explique que la droite réussit si facilement à gagner les élections, à dominer cet espace-là. Ici, normalement, vous devez avoir du centre et de la gauche. Centre, Parti socialiste et gauche, avec les alliés, donc l'Ouest. Les deux petites régions de mentalité allemande sont petites et ont été historiquement bousculées, donc elles ont un vote particulier. Elles peuvent choisir de voter, elles ont voté dernièrement plutôt comme le bassin parisien. Et donc maintenant je vais vous dire, l'élection c'est simplement le bassin parisien, les moyens ou les pauvres, ou les moyens et les pauvres normalement. Si les pauvres n'ont pas de parti politique, eh bien ils n'existent pas. Et c'est le sud girondin, donc autour de Bordeaux, Toulouse, Lyon, avec un parti de moyens toujours, les classes moyennes ont quasiment toujours un parti politique pour les représenter, et les classes populaires n'en ont pas forcément. Mais là, en ce moment, donc, c'est Mélenchon. Vous avez eu Marine Le Pen en 2017 pour les classes populaires du bassin parisien, et Mélenchon pour les classes populaires des régions girondines, des régions du sud girondin. Et c'est la loi, en quelque sens. C'est une règle, c'est inévitable. Pour moi, c'est une certitude raisonnable. C'est-à-dire que tant je n'aurais pas vu que ça n'est pas ça, je vais considérer que c'est la réalité. Je vais y insister donc davantage à partir de maintenant. J'ai toujours dit que c'est à peu près ça, mais là, je l'affirme encore plus. Ça veut dire que tout le monde peut savoir comment évolue la société française. Ça veut dire que si vous êtes dans le bassin parisien, vous pouvez, en écoutant les gens, vous savez comment ils évoluent. Alors bien évidemment, il faut être dans la région dominante, dans une des deux régions dominantes. Si vous êtes dans le Limousin, par exemple, le vote des gens n'est pas très important parce qu'ils sont minoritaires. Parce que leur mentalité est minoritaire en France et ils sont condamnés à voter comme le bassin parisien ou comme le sud girondin. Ils ont pendant un moment voté comme le bassin parisien, ils ont beaucoup voté communiste, comme le bassin parisien, et en 2017, ils ont beaucoup voté Macron et Mélenchon. Depuis quelque temps, ils votent comme le sud girondin. Donc, vous pouvez très bien, ou nous pouvons très bien, maintenant, connaître l'évolution politique française en écoutant l'évolution des mentalités des gens. Si les gens vous râlent de plus en plus contre l'islam, eh bien il est possible qu'un parti islamophobe fasse de plus en plus d'électeurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est vraiment ça maintenant. Il n'y a plus de complot ni quoi que ce soit. Vous avez les ouvriers, les employés de chacune de ces deux grandes régions dont la mentalité change. Ils sont de plus en plus pauvres, par exemple, donc ils râlent de plus en plus, donc ils votent de plus en plus pour que ça change. Ou maintenant on a l'immigration de masse, l'islam qui pose des problèmes, et les zones racistes, si jamais l'une de ces deux mentalités, dans l'une de ces deux mentalités, on a du racisme, eh bien vous aurez l'émergence d'un parti raciste, tout bêtement. Apparemment dans le bassin parisien, donc c'est l'islamophobie et c'est le refus de la différence, et dans le sud girondin, ça devrait être plutôt une tendance à considérer les Noirs et les Maghrébins, donc Maghrébins ça veut dire toutes les personnes venues d'un pays d'islam, directement ou indirectement, même s'ils sont français depuis très longtemps. J'espère qu'on me voit bien, là tout d'un coup il fait sombre. Donc dans ces régions-là, ça va être l'inégalité pour les Noirs et les Maghrébins, et quand on ne les côtoie pas, on va dire ils sont merveilleux, et quand on les côtoie, on va dire ils sont un problème. Je pense que c'est ce que le Sud Girondin va donner comme idéologie. Plus
l'appauvrissement qui commence à les toucher aussi de plus en plus. La région qui va le plus mal, la grande région qui va le plus mal, c'est probablement le bassin parisien. Ils vont moins mal, donc ils continuent à ne pas trop bouger, mais ils ont quand même bien bougé. Et donc normalement, un grand parti politique, vous avez 4 grands partis politiques, le parti des classes moyennes du bassin parisien, le parti des classes populaires du bassin parisien, le parti des classes moyennes du sud girondin, et le parti des classes populaires du sud girondin. Alors je vais essayer de vous montrer le score de Mélenchon, les zones de force de Mélenchon en 2012. Ce n'est pas du 100%, bien sûr, mais c'est quand même très très net. Regardez les bons scores de Mélenchon en orange, plus c'est foncé, donc plus il a fait de bons scores. Vous avez la moitié sud, vous avez l'ouest, vous avez le nord. Donc on est quasiment... La seule différence, c'est l'Alsace. On est quasiment donc dans, encore une fois, le Limousin qui vote Mélenchon, Limousin qui vote à gauche. C'est très très proche. Ce sont des tendances, ce n'est pas du 100% loin de là, mais ce sont des tendances fortes. Et donc, la vie politique, c'est ça. Peut-être que les classes populaires ont beaucoup de mal à faire émerger un parti politique qui les représente. Mais bien évidemment, ça va être lutter contre le chômage, lutter contre la pauvreté, lutter contre la délinquance, améliorer le système scolaire, enfin, ça doit être assez classique. Et donc la nouvelle hypothèse que je fais, j'avais déjà noté, j'avais déjà fait remarquer que dans l'ouest, le sud-est, autour de Lyon, on n'avait pas voté comme autour de Bordeaux et Toulouse. Vous avez marqué, chez Mélenchon, le vote autour de Lyon, en dessous de Lyon, et le vote autour de Toulouse et Bordeaux, c'est le même. C'est impressionnant. Ça, c'est 2012. En 2017, donc je ne me souviens plus du score de Mélenchon en 2017, mais en 2017, le score normal de Macron et Mélenchon, donc ici en 2017, c'est Fillon et Le Pen qui font de très bons scores, et dans le sud girondin de l'ouest et dans l'ouest, c'est Macron et Mélenchon Mélenchon n'ont pas fait un très bon score en 2017 autour de Lyon et en dessous. Et donc là je me dis, ça n'est pas normal, et comme ils ont un très très bon niveau d'instruction, ils savent au minimum bien sûr lire et écrire, mais plus que ça, beaucoup plus que ça n'est pas normal, c'est une phase de transition, une phase d'hésitation. Ils ont beaucoup voté comme les gens du bassin parisien, ça n'est pas normal. Ce sont donc des mentalités différentes. Ils ont beaucoup voté comme les gens du bassin parisien, ça n'est pas normal. Donc ce qui se passe là, c'est probablement une phase de transition. Les gens autour de Lyon, l'une des caractéristiques, c'est sans doute qu'ils ont beaucoup ou pas mal de Noirs et de Maghrébins. Et c'est probablement ça qui a fait qu'ils n'ont pas voté comme les gens du bassin parisien. Ça aurait pu être le reste du catholicisme qui influençait, mais l'Ouest a été catholique et a voté Macron-Mélenchon. Ici, il y a des immigrés, des Noirs et des Maghrébins ou des Maghrébins, le long de la Garonne jusqu'à Narbonne, et ça a voté beaucoup Front National. Je pense que c'est la présence des Français de couleur qui amène les gens autour de Lyon et en dessous à changer leur vote. Et on est probablement en phase de transition. Donc, ils votent de façon anormale. Et c'est probablement, parce que demain, ils vont voter identitaire. Il est probable, je n'ai pas de certitude, que Lyon et en dessous va être demain la première grande région identitaire. Et les autres régions, donc, de cette mentalité-là, vont finir par suivre très probablement. Et demain, donc, vous aurez la gauche, c'est les Girondins, c'est eux qui adorent l'Allemagne et qui vénèrent les Noirs et les Maghrébins, qui gagnent encore, qui ont gagné en 2012, disons, ou qui ont encore donné un fort vote de Mélenchon. Et donc demain, ce qui nous attend, c'est des identitaires. Ils sont pro-allemands, pro-régionalistes, à peu près comme assez proches de la gauche. Ils sont obsédés par les Noirs et les Maghrébins, comme la gauche, mais eux ne les aiment pas. C'est-à-dire que
quand il y a des Noirs et des Maghrébins dans ces régions-là, ça vote tout de suite beaucoup plus, ça râle beaucoup plus en fait. Et ça devrait se traduire par un vote. Donc pour le moment, c'est un vote de décomposition. Il est probable, simplement probable, que ça va donner un vote identitaire important. Je pense qu'une fois que le vote identitaire va commencer à bien exister à Lyon et autour et en dessous de Lyon, eh bien très très vite, tout l'espace girondin, tout cet espace donc contre-révolutionnaire, en clair et en assuré, va virer identitaire en fonction certainement du nombre de Noirs et du nombre de gens d'origine maghrébine et turque ou de Blancs venus de pays d'islam, et probablement en fonction de la pauvreté. Voilà, donc la grande leçon italienne, il y en a deux finalement. La grande leçon de ces élections italiennes, c'est que les gens sont passifs mais pas soumis dans les régions d'égalité de liberté. Dans les régions de soumission, donc le centre de l'Italie, ils sont passifs et à moitié soumis encore, malgré l'appauvrissement. Et nous avons quand même 55 à 60% de régions, en gros, dans la métropole, qui ont cette mentalité-là. Donc c'est un peu inquiétant. Et donc la toute-puissance des mentalités profondes. C'est elles qui font l'élection, on n'y échappe pas, plus que d'être riche ou pauvre, enfin moyen ou pauvre, c'est vraiment avant tout des zones de territoire, des mentalités profondes sur des territoires particuliers, et on peut très facilement, si on connaît bien ces régions-là, anticiper leur évolution. Ou leur évolution idéologique, politique et électorale. Salut.